Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Alors pour moi, tout a commencé en 2009 avec une IRM. Seulement, je ne savais pas que c'était un début. Puis j'ai eu des picotements au niveau des mains et des sensations d'engourdissement au niveau des pieds. Mais bon, qui s'inquiète pour ce genre de choses? En mars 2013, je reçois un mail de mon frère. Il me dit qu'il est atteint d'une maladie génétique, l'amylose. Alors il insiste sur l'importance du dépistage pour un traitement rapide. Alors je fouille sur internet et voilà, je vois que les symptômes décrits correspondent complètement à ce que je ressens. Mauvaise nouvelle, il n'y a qu'un seul traitement expérimental à base de thérapie-génie, mais qui n'a qu'une action retardatrice en fait, qui ne répare pas les dégâts déjà causés. Ou alors c'est pour les plus jeunes la transplantation complète du foie. Sinon, c'est décès dans les 10 à 15 ans, 5 à 6 ans après l'IRM pour les personnes qui ont des complications cardiaques. On est encore jeune à 60 ans. 6 ans après l'IRM, il me resterait quoi 2 ans. Alors je trouve aussi les coordonnées de la professeure Planté, qui est responsable de cette maladie au CHU Henri Mondor. Je me rappelle bien, c'était un dimanche à 14h, je lui envoie un mail. Le jour même, à 23h, elle me répond. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette urgence ? Quoi qu'il en soit, le lendemain matin à 9h, le service de consultation neurologique m'appelle et me propose un rendez-vous pour le mercredi. J'y vais. Et là, au bout d'un quart d'heure de consultation, le verdict tombe. Je suis dedans. Alors pour valider le diagnostic, elle fait toute une série de tests neurologiques, tests du chaud-froid, du pic-touche, toute une série de tests que je devrais refaire ensuite pour vérifier l'évolution de la maladie. Alors elle m'informe aussi de toutes les options, les traitements thérapeutiques possibles. Et puis elle évoque devant moi un nouveau médicament en phase de test clinique pour lequel je me porte volontaire. Le printemps passe. Je préviens mon patron pour les hospitalisations, j'informe ma famille, mes amis. Il y a beaucoup d'empathie, hein, ça me fait plutôt du bien au moral à ce moment-là. Bon, après, il y a aussi des personnes pour qui une maladie neuropathique, c'est un truc qui se passe dans la tête, quoi. J'ai droit à des réflexions du style enfin arrête, tu te laisses aller. Puis d'abord, avant qu'on dise que t'étais malade, t'avais pas tous ces symptômes. Ben si, justement. Je les avais. Mais j'avais pas fait le lien. Alors ensuite, au mois de mai, c'est mon premier séjour en hôpital de semaine pour toute une série de consultations, d'examens. Le personnel est adorable, hein, ils sont très gentils, très humains. Il en ressort que je vais devoir être équipé d'un pacemaker pour éviter la mort subite par arythmie. Au même moment, un peu plus tard, on me demande d'aller à un colloque qui s'appelle Corps sexué et handicap. J'y vais. Et là, je prends vraiment conscience que ma zigounette aussi en a pris un sacré coup. Alors, les douleurs neuropathiques sont de plus en plus fortes, les picotements dans les mains sont constants, j'ai les pieds de plus en plus froids, engourdis, insensibles. Et puis j'ai de plus en plus de gestes désordonnés. À l'été, je suis éligible au nouveau traitement. Alors c'est parti pour toute une série d'injections, 3 en 5 jours. À l'automne, les visites au CHU deviennent la routine. C'est aussi à ce moment-là que je trotte mes bottines pour des chaussures de marche, qui me tiennent bien le pied et qui limitent les chocs, même si j'ai parfois l'impression d'avoir les pieds dans des blocs de béton. Alors j'en parle à mon médecin et qui me prescrit des séances de rééducation à base de balnéothérapie, ergothérapie, kinésithérapie. C'est pas toujours très drôle, mais je pense que ça me fait quand même du bien. Au printemps 2014, la maladie n'a pas progressé au niveau des membres inférieurs. Je dirais que la limite du genou n'a pas été franchie et 10 cm au niveau du bras droit. Conclusion de mon médecin, vous n'êtes pas sous placebo. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que le médicament fonctionne pourvu que ça dure. Alors c'est aussi à ce moment-là que j'ai une opération du canal carpien qui me permet de retrouver de la mobilité au niveau de la main et puis soulage les douleurs. Je dirais que dans une certaine mesure, fin de printemps, ça marque la fin d'une période transitoire. Je reprends petit à petit goût à tout. À l'été, la stabilisation se confirme. Et là, je rentre dans ce qu'ils appellent la phase open du protocole, à savoir la même chose, mais garantie sans placebo. Malheureusement, en été 2015, le traitement est suspendu en France.
Dans les 3 années qui suivent, malgré un traitement de substitution, mon état se dégrade. Je transpire abondamment, j'ai maintenant une canne de marche et le pire c'est que mon appareil digestif se détraque complètement au point de créer des situations critiques qui sont une véritable gêne pour ma vie sociale. En été 2017, là je suis seul. Traitement qui marche pas très bien, pas très en forme. C'est à ce moment-là que je décide d'avancer d'1 an mon départ à la retraite, histoire de profiter du peu de temps qui me reste. À l'été 2018, je suis de nouveau éligible au traitement, qui a une autorisation d'utilisation provisoire. Les injections ont lieu tous les 21 jours en hôpital de jour. C'est aussi à ce moment-là que je me dis qu'il va falloir que j'organise un peu mon autonomie. Alors, ma canne bien sûr, mais aussi toute une série de gadgets qui vont me simplifier la vie, me permettre de débrouiller pendant que je pourrai encore. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est hors de question que je devienne grabataire. J'ai adhéré à l'association ADMD, Association au droit à mourir dans la dignité. J'ai rédigé mes directives anticipées et j'ai contacté une association suisse qui s'appelle Dignitas, qui fait de l'assistance au suicide. J'ai prévenu mes enfants, mes proches. Ils respecteront ma décision le moment venu. Alors en mars 2020, c'est le confinement. Alors là, les injections, les perfusions ont lieu à domicile. Tous les 7 jours, le traitement étant fourni au départ par le CHU, puis par ma pharmacienne. Alors qui dit confinement, dit distanciation physique, mais pas sociale. Paradoxalement, pendant cette période, j'ai beaucoup de contacts avec mes proches, ma famille, par des vidéos, par du téléphone. Et puis c'est aussi à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un. Une dame. Sur un site de rencontre. Alors, j'aime beaucoup faire de la photo, mais là, je peux plus en faire sans soutien, je peux plus me déplacer sans véhicule. Mais ça tombe plutôt bien. Parce que le jour du déconfinement, elle est venue me chercher. Et on a fait une balade photo. Et il y en aura d'autres. Alors au début, elle me tenait par l'épaule pour me servir de repère physique, mais là, elle me prend carrément dans ses bras. Un peu comme une queue humaine. Et je veux dire que c'est loin d'être désagréable. Je crois que j'ai encore des beaux moments à vivre. O meu nome é Vítor Ferreira, tenho 52 anos e tenho os sintomas da amiloidose hereditária, TTR, desde os 39 anos. Quando soube que tinha a doença, apesar de saber que havia a possibilidade de a ter, pois o meu pai sofreu muito e enfraqueceu aos poucos, fiquei paralisado, em estado de choque. Como se naquele momento tivesse sido uma sentença de morte que ocorreria em breve na minha vida. Depois de alguns dias de muita tristeza e amargura, sabendo que, mesmo sem querer, podia ter passado essa doença aos meus filhos, tive que me levantar e voltar a viver e procurar um tratamento ou uma solução disponíveis naquela altura, mesmo que temporário, para ter uma vida sem nenhuma fragilidade física. Procurei o transplante e tentei, mas quando fui chamado, perdi a coragem, porque passa um filme na nossa cabeça e pensei que não poderia sobreviver e voltar a estar com os meus filhos, que são tudo para mim. Procurei também a ajuda da doutora Teresa, em Portugal, que me encaminhou para um médico aqui no Brasil, que foi e ainda é uma referência no estudo da amiloidose hereditária. Mas a dificuldade de conseguir medicamentos na época era grande. Demorou mais de 1 ano para começar a receber o medicamento. E não vinha mensalmente. Às vezes até faltava. Resolvi então procurar um estudo disponível. E consegui. Participei no estudo do medicamento que ainda hoje é o mais eficaz e me mantém vivo.
No meio dessa caminhada toda, desenvolvi algumas fragilidades, como bloqueio atrioventricular, usando pacemaker, bexiga neurogénica, usando também permanentemente catéter urinário, e também tenho dificuldades para andar. Mas estou muito grato aos médicos e aos laboratórios que estiveram e estão empenhados na luta pela cura da doença. Digo, do fundo do coração, não existe medicamento eficaz se não houver apoio psicológico com o paciente. Porque nesta fase da doença já passamos de autónomo para dependente. A família e a equipa médica são fundamentais nesses momentos. Mas digo, a todos que estão a ouvir, nunca desista. Porque a nossa ansiedade de viver e querer estar bem, juntamente com os tratamentos disponíveis hoje, fazem-nos ter uma vida mais digna do que tiveram os nossos antepassados. Tenham sempre muita força. Aqui ao meu lado, na foto, é o meu filho. E dos 5 filhos, infelizmente, ele é o único com a mutação. Desculpa, meu filho. Amo-te. Tenho muita esperança que em breve haja um tratamento muito melhor do que temos hoje. Ou uma modificação genética para quem tem a mutação. E que nunca mais viva com essa doença. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 73 ans, une vie familiale et sentimentale heureuse. Je témoigne aujourd'hui pour vous donner l'exemple d'un diagnostic très bien ciblé. Il y a 9 mois, je consulte pour des palpitations, comme si j'étais amoureuse ou que je devais prendre la parole en public. Mon généraliste, après avoir fait un électrocardiogramme, m'envoie directement chez le cardio qui me fait une scintigraphie cardiaque. Et là, le diagnostic tombe tout de suite, amylose cardiaque, oreillette gauche. Grâce à ce diagnostic rapide et après 2 tentatives de choc cardiaque inefficaces, il m'envoie à Toulouse chez le docteur Olivier Léret, qui me traite par stabilisateur de la transthyrétine. Il me met également en contact avec l'Association française contre l'amylose, avec qui nous dialoguons sur nos problèmes tous les mois par Zoom, et c'est très rassurant. Grâce à la connaissance de la maladie dans le milieu médical, j'ai été prise à temps pour une amylose sauvage qui, je le souhaite, me permettra de mener une vie normale, que je gère avec des temps de repos. Je remercie tous les chercheurs et ceux qui nous encadrent. Je suis à leur disposition pour participer à leurs recherches. À vous tous qui avez un cœur qui bat, toute mon amitié.